Le trouble bipolaire est souvent mal interprété et mal compris. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Cécile Stas pour vous expliquer et vous donner les clés pour mieux comprendre ce qu'est le trouble bipolaire. Ce trouble est assez complexe et prend quand même un certain temps à le comprendre. Il touche même 1 à 2% de la population. Cécile Stas, bienvenue dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est le trouble de la bipolarité? Alors, le trouble bipolaire fait partie un peu des troubles de l'humeur et se caractérise par une alternance de phases, on va dire, qu'on peut dire de phases up, hein, dans le jargon, donc des phases d'accélération pouvant aller jusqu'à la manie, donc des épisodes maniaques où tout va très très vite, où on peut avoir des ordres de grandeur, et la manie peut même aller jusqu'à des troubles hallucinatoires, voire des phases psychotiques et donc qui font qu'on peut se mettre en danger ou mettre autrui en danger. C'est ce qu'on appelle les phases maniaques, d'où régulièrement hospitalisation. Maintenant, il y a les phases hypomaniaques, c'est le stade juste avant la manie, où là, c'est des phases aussi d'exaltation, d'euphorie, où je dis toujours, on reste sur le plancher des vaches, on va dire. Donc ça, c'est un peu ce qui distingue. Avec, évidemment, l'autre côté, des phases dépressives qui peuvent aller d'une dépression moyenne à des dépressions vraiment très très graves, quoi. Je veux dire, et ici, je me souviens, on avait parlé, la distinction, ce n'est pas des petits coups, des petits sauts d'humeur comme ça, parce qu'on entend des fois, oui, mais tout le monde a des hauts et des bas. Oui, c'est ça. Non, ici, ce qui caractérise le trouble bipolaire, c'est qu'on observe ça sur des épisodes longs, sur plusieurs semaines, qui amènent une souffrance, que ce soit dans les phases hautes ou basses, des souffrances conséquentes et qui peuvent avoir des conséquences dramatiques vraiment pour la personne ou pour son entourage et qui demandent vraiment une médicalisation spécifique. Donc voilà, ça c'est le trouble bipolaire de manière classique. D'accord. Donc on parle d'épisodes hypomaniaques, maniaques, dépressifs aussi, enfin dépressifs et même mixtes. Donc par rapport aux caractéristiques de ces épisodes, quels symptômes est-ce qu'on peut trouver concrètement au quotidien dans ces phases? Alors ici, chaque personne est différente, hein, mais il y a quand même des choses qu'on observe. Dans les phases maniaques ou hypomaniaques, on observe une logorée, donc on parle très très vite, on a les pensées qui vont dans tous les sens et des brillantes idées, on sent vraiment des génies, je veux dire, on part dans des hyper projets que souvent on commence mais on ne va pas jusqu'au bout, donc, et ça peut aller jusqu'à vraiment, comme je disais, pour les phases maniaques, ça peut aller à des... Il y a aussi allez, pardon, des achats compulsifs qui peuvent vous amener aussi à claquer plein. Je me souviens d'un monsieur qui avait claqué 70 000 euros en une nuit dans un casino. Donc ça peut aller, je veux dire, dans les phases up, ça peut aller vraiment à des conséquences dramatiques et même des fois de l'agressivité vis-à-vis des proches parce que c'est pas la personne, c'est le trouble qui s'exprime, quoi. Donc ça, c'est des phases. Ça peut être aussi la prise de substances. Donc des substances dans les deux sens. On les retrouve dans les phases hautes et dans les phases basses, parce que dans les phases basses, on peut aussi prendre de l'alcool pour un peu, je veux dire, faire passer un peu la dépression. Ça peut être des idéations suicidaires, comme on parlait tout à l'heure. Ça peut être vraiment plus l'envie de rien, on ne sort plus de chez soi. J'appelle ça souvent le symptôme de la caverne. On se coupe du monde, je veux dire, on n'a plus envie d'être là, quoi, tout simplement. Donc voilà, mais c'est vrai que les symptômes sont très différents d'une personne à l'autre, mais il y a quand même cette forte accélération tant de la pensée que de la parole. Et de l'autre côté, je veux dire, des idées vraiment sombres, autre chose qu'un petit coup de blues, on va dire. Hein. Donc, mais ça peut être aussi la conduite, par exemple, la conduite beaucoup plus rapide, je veux dire, dans des phases hypomaniaques. Voilà, donc ça c'est un petit peu... on pourra parler des comorbidités après, mais il y a aussi toutes ces prises de substances que je disais qui peuvent accompagner des épisodes. Donc, lors d'un épisode maniaque, il est tout à fait possible pour le sujet de se mettre en danger, de mettre en danger autrui. C'est ça? Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve. Donc, je peux peut-être déjà anticiper, mais il y a deux grands troubles, Oui. type 1 et type 2. Donc, et on pourra parler de cyclothymie aussi. Mais le trouble de type 1 se caractérise par des phases maniaques. Donc, là, où la personne vraiment va se mettre en danger. Et des phases dépressives, mais qui sont peut-être plus courtes. C'est vraiment les phases maniaques qui prennent tout le tableau. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans toutes les bonnes séries américaines. Je ne vais pas faire des publicités, mais en tout cas, c'est ce qui est très visible sur les écrans. Souvent, ce seront des personnes qui vivent avec un trouble bipolaire de type 1, quoi, je veux dire. Et là, on observe plus d'hospitalisation pour ces personnes-là que pour les personnes qui vivent avec un trouble bipolaire de type 2, ce qui est mon cas, où là, ce sont plutôt les phases dépressives, les tableaux dépressifs qui vont être vraiment très handicapants parce qu'elles vont durer très longtemps, ces phases,
et des phases d'hypomanie qui sont beaucoup plus courtes, de l'ordre de quelques semaines, quoi, je veux dire. Donc voilà, et je tiens à souligner tout de suite qu'il n'y a pas un type qui fait moins mal que l'autre, parce que on aurait C'est important de tendance, le dire. c'est important de le dire, parce que certains disent oui, c'est plus difficile de vivre avec un trouble de type 1 parce qu'on fait plein d'hospites, etc. Non, c'est tout aussi dramatique. Les conséquences peuvent être dramatiques pour un côté comme pour l'autre. Et la cyclothymie, vraiment, c'est pas évident, parce que là, ce sont des cycles très rapides qui fait qu'une personne peut, dans la même journée, osciller. Et là, c'est très dur à vivre aussi, quoi. Donc, et ça demande vraiment des médications spécifiques, quoi. Donc, Généralement, la cyclothymie apparaît vers l'adolescence, contrairement aux autres types. en tout cas, la cyclothymie, les trois, en fait. Le trouble bipolaire, les premiers signes apparaissent à l'adolescence, pour tout trouble bipolaire. Le souci, c'est que comme il faut une période d'observation des symptômes, il n'y a que l'observation clinique qui peut faire qu'un psychiatre peut poser un diagnostic. On arrive avec des trous de 8-10 ans, le temps que le psychiatre, je veux dire, puisse observer tous les symptômes et faire un diagnostic différentiel avec d'autres maladies. Mais donc souvent, à l'adolescence, c'est occulté, parce qu'un ado, par définition, un ou une ado, ça a les hormones travaillent, je veux dire, et c'est dur de savoir. Moi, je me souviens, j'étais assez hyperactive, un peu euphorique, mais c'est dur de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de la normalité, parce qu'on est un ado, voilà, et qu'on a besoin de faire sa place. Et c'est pour ça que malheureusement, le trouble bipolaire est souvent diagnostiqué très tard. Or, je dis toujours que plus c'est diagnostiqué tôt, et mieux c'est, franchement. Ok. Et par rapport au trouble bipolaire, finalement, d'où vient-il? Est-ce qu'on est bipolaire? Est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps? Les scientifiques disent qu'il y a notamment ce marqueur biologique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors on utilise beaucoup au funambule, enfin même dans la littérature, le modèle biopsychosocial. Mais bio, parce que comme de fait, il y a une prédisposition, donc le trouble bipolaire n'est pas une maladie génétique, il n'y a pas un gène du trouble bipolaire, mais on a une prédisposition génétique. Et souvent, dans nos groupes, on observe que dans l'entourage, quand on gratte, il y a toujours bien un grand-père, un oncle, enfin je veux dire, il y a quand même cette prédisposition. Ça peut être aussi de la dépression chronique dans la famille, mais on sent qu'il y a quand même un terreau génétique quand même. Puis il y a tout le problème des neurotransmetteurs. Il y a vraiment un problème biologique, enfin, je veux dire, qui fait que la collection neuronale ne se passe pas de manière adéquate. Donc ceux qui pensent que c'est juste un trouble comme ça et qu'on fait la comédie, hein, je veux dire, non, il y a vraiment quelque chose qui se passe de l'ordre de la biochimie. Oui. Donc ça, c'est la partie. Puis il y a tous les facteurs environnementaux, évidemment, qui viennent ajouter une couche. Donc là, c'est les facteurs environnementaux, c'est notre entourage, est-ce qu'on est bien entouré, c'est notre vie professionnelle, c'est notre enfance aussi, ça c'est le facteur psychique. C'est clair que certains ont eu aussi voilà, des troubles par le passé, mais c'est pas un truc tout seul, c'est vraiment une combinaison de tous ces facteurs, quoi, je veux dire, qui va faire qu'on va le développer. Et d'ailleurs, quand on prend des jumeaux homozygotes, ça se peut qu'un des deux va déclarer la maladie et l'autre pas. Et dans une même famille, il suffit qu'il y en ait un qui, allez, je pense aussi à la prise de produits, c'est pas super non plus. Ça se déclenche des fois suite à la prise de produits. Tu es à l'UNIF, tu commences à prendre quelques produits, et là, hop, la phase, enfin, je veux dire, le trouble peut se déclencher là où un autre, où le frangin ou la frangine, ça ne se déclenchera pas. Donc voilà, on est tous différents par rapport à ça, mais il y a vraiment stéréogénétique et évidemment tout ce qui est hygiène de vie. Ça, c'est certain, quoi. Ça, les facteurs environnementaux sont énormément importants. Donc, c'est pour ça que là, on en parlera quand on parlera de comment vivre avec Bien et comment sûr. composer. C'est une des clés. Voilà. Donc, une idée très importante et une information plutôt importante à retenir, c'est que la bipolarité, le trouble bipolaire n'est pas un trait de personnalité, ce n'est pas une question de saut d'humeur comme nous le vivons tous en tant qu'êtres humains. Donc ça, c'est très important aussi à retenir. Et donc, qui dit trouble slash maladie, dit diagnostic posé par un professionnel médical ou de la santé mentale. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce diagnostic qui est posé? On parle même d'un processus qui met des années parfois à Ouais, être fait. tout à fait. Donc, ici, comme je le disais, il faut 8 à 10 ans, les études le montrent, il faut 8 à 10 ans pour essayer de poser ce diagnostic de trouble bipolaire, parce qu'il peut être pris, allez, on peut confondre le trouble bipolaire avec plein d'autres spécificités. Enfin, j'utilise souvent des mots, j'aime pas trop le mot maladie, mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être pris, on peut confondre avec un trouble, allez, on va dire une dépression unipolaire,
tant qu'il n'y a pas eu de phase hypomaniaque ou maniaque, on peut se dire, bah voilà, monsieur ou madame est dépressif. Ça peut être quelqu'un, comme on est pas mal à avoir un genre d'hyperactivité, ça pourrait être très bien un TDAH aussi. Donc on met un petit peu, ça peut être aussi une petite personnalité état limite, comme Oui. on dit. Hein. Donc tout ça, c'est pas évident du tout. Et il n'y a pas encore à ce stade de prise de sang où on prend ton sang, hop, ah, monsieur ou madame est bipolaire. Quoi. Ça n'existe pas. C'est vraiment le psychiatre, uniquement sous forme d'observation clinique, qui peut vraiment poser le diagnostic. Et uniquement un ou une psychiatre. Oui, quand je dis féminin slash un ou une, mais en tout cas, ce n'est pas ni un psychologue ni un infirmier, c'est vraiment le médecin qui peut poser le diagnostic, quoi. Donc, Et est-ce que tu conseillerais d'aller en voir plusieurs quand même pour être certain de ce diagnostic? nous, c'est vrai qu'au funambule, régulièrement, on conseille voilà, d'aller voir ne fût-ce que deux spécialistes. Bon, à la fois, on sait que c'est très difficile d'avoir un rendez-vous avec un psychiatre aujourd'hui. Donc, on conseille fortement d'essayer de frapper aux services de santé mentaux, là où les psychiatres sont normalement plus abordables. Mais c'est vrai que dans le doute, il vaut toujours mieux aller voir un autre spécialiste. Ça, c'est Ok, clair. Oui. ok. Et Mm. une fois diagnostiqué, comment évolue le trouble? Est-ce que la personne peut se retrouver dans des phases de TIMI, comme on dit en psychologie? Mhm. Alors, bien sûr, heureusement d'ailleurs, hein, parce que on est plusieurs à être stabilisés. Enfin, je veux dire notamment au funambule, enfin et pas qu'au funambule, et dans mes collègues. Et donc, heureusement qu'une vie qui a moyen de vivre bien, moi, je suis l'exemple avec d'autres qui a moyen de vivre bien avec le trouble, à condition évidemment d'avoir la médication. Le plus dur, c'est de trouver une médication adaptée. Effectivement. Et ça, il est très tentant d'arrêter sa médication quand on va bien. On a tous flirté avec ça à un moment, plus ou moins, où on est en phase hypomaniaque et où tout va bien, c'est le bisounours. Mais non, c'est surtout le moment où il ne faut pas arrêter, parce que là, la rechute peut être d'autant plus dure, quoi. Donc, il y a la médication, il y a tout ce qu'il faut mettre en place de psychoéducation, c'est-à-dire de l'autogestion du patient. Donc, on peut appeler ça un peu l'éducation thérapeutique pour bien connaître son trouble, bien identifier les symptômes. Et ça, on peut faire ces séances de psychoéducation, on peut les faire en individuel ou en collectif. Nous, on en organise au funambule, mais il y a d'autres hôpitaux qui organisent ces séances d'autogestion. Donc ça, c'est pour apprendre à bien se connaître. Et comme on disait tout à l'heure, l'hygiène de vie. Mais oui, il est tout à fait possible d'être en phase eutymique, donc on ne sera jamais, je dis toujours Waterloo, la morne plaine, on ne sera jamais comme ça. Ça, c'est pas possible. Personne n'est comme ça de toute façon. Mais il y a moyen d'osciller dans des limites, je veux dire, et qui fait qu'on est rétabli. Ouais. Et voilà, tout simplement. Et il y a moyen de bien fonctionner, enfin de fonctionner, j'aime pas ce mot-là. Enfin, il y a moyen de vivre bien avec le trouble, d'être parent, de reprendre du boulot si on a envie de reprendre du boulot, ou du volontariat, ou d'autres choses. Hein. Et d'ailleurs, bah, tu as un peu répondu à ma question. Tu parlais qu'on s'est rencontré de l'hygiène de vie et de son importance par rapport au fait de stabiliser ces épisodes. Est-ce que tu peux justement nous expliquer quelle est la place de l'hygiène de vie, à quel point finalement dans toutes les enfin, manières d'agir par rapport aux troubles, eh bien, à quel point l'hygiène de vie est primordiale. Mm. Mais ici, je vais dire que l'hygiène de vie, elle est importante pour monsieur, madame, tout le monde. Mais qui plus est, quand on a souvent des soucis de santé mentale, je vais même au-delà du trouble bipolaire, puisque moi, je rencontre quand même des patients un peu de... Voilà, c'est... En tout cas, le premier médicament, je dirais, c'est le sommeil. Déjà, rien que ça. Le premier, ça coûte pas trop cher, mais c'est vraiment un des facteurs clés d'observation quand on s'auto-analyse, enfin, quand dans la psychoéducation, c'est de regarder son sommeil. Est-ce qu'on a bien ces 7-8 heures de sommeil tous les jours? Est-ce que ça, c'est important, évidemment, parce qu'on se rend compte dans les phases maniaques et hypomaniaques. Tu me demandais tout à l'heure quelques petits signes. C'est clair que je défie quiconque dans tous les bipolaires d'avoir sûrement fait le ménage à 4-5 heures du matin, en pleine forme, après avoir dormi 2 heures. Donc ça nous arrive régulièrement dans ces phases-là, d'avoir plein d'énergie. Or, c'est un signe. Quand on ne dort pas pendant 2-3 jours d'affilée, là, ça peut aller vers un virage hypomaniaque ou maniaque. Donc, vraiment, le sommeil, hyper important. Essayez vraiment d'avoir des rythmes. Et c'est pas obligatoirement le travail. Ça peut être un volontariat, ça peut être le sport, enfin, le mouvement. Pour moi, le mouvement est hyper important. On ne demande pas de faire, je veux dire, des JO, quoi, je veux dire, mais voilà, de trouver une activité physique qui nous fasse du bien. Et il y a aussi la pleine conscience qui a marqué ces résultats dans le cas du trouble bipolaire. Tout ce qui est méditation, pleine conscience, yoga, enfin je veux dire, mais pour d'autres, ça va être peut-être les arts plastiques. Hein. On a pas mal de personnes au funambule qui sont des véritables petits génies. Enfin voilà, chacun trouve, mais vraiment rythme régulier. Essayer d'éviter les substances évidemment nocives. Mais ça, c'est pour tout le monde, mais
parce que là, c'est vraiment pas évident. Or, le problème, c'est que 30 à 40% des patients bipolaires ont une comorbidité, alcool, cannabis ou autres produits. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, de travailler sur les deux. Je trouve qu'il faut mener les combats de front, un petit peu. Parce que ça, c'est vraiment, ça peut aussi mettre à mal tout un traitement, quoi. Enfin, je veux dire, donc voilà. Et peu importe le nombre de fois où on se retrouve dans des épisodes maniaques ou hypomaniaques, on n'en a pas forcément conscience qu'on est dedans. Ouais, on n'est pas toujours conscient, surtout dans les phases maniaques. On n'en est pas Souvent, conscient. mais même hypomaniaque, souvent c'est après, c'est quand tu as fait des bêtises que tu te dis Mhm. j'ai fait ça. Et souvent on retrouve la culpabilité dans le regard des patients. J'ai fait ça pendant que j'étais en phase up, quoi. Et donc on n'est pas très fiers de ce qu'on fait dans les phases up. Mais il faut faire comprendre aux proches, parce que ça c'est régulier dans nos groupes de parole. Les proches, ils en prennent plein la figure, quoi, je veux dire. Et on a envie de leur dire, mais sachez que c'est pas votre fils, c'est pas votre père c'est le trouble qui a agi. Bon, c'est dur à comprendre, mais c'est malheureusement ça. Enfin, je veux dire, parce qu'il peut y avoir des phases agressives dans les phases maniaques, ça peut arriver, quoi, je veux dire. Et on n'est pas fier de ça, quoi, je veux dire. Et donc travailler sur la culpabilité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Et il faut vraiment informer. On en parlera, je pense, à un moment. Il faut vraiment informer aussi l'entourage. Oui, Super important. Mm. Informer l'entourage, on peut en discuter là maintenant, à quel point est-ce que c'est important, parce qu'on parle souvent du sujet, de l'individu qui vit avec le trouble, mais il y a évidemment son entourage qui soit empathie et qui peut aussi, dans une autre mesure, jouer un rôle clé aussi. Mhm. Mais l'entourage, c'est fondamental. Pour moi, c'est la clé de voûte. Enfin, je veux dire, moi, je dis toujours, allez, il y a le médecin pour l'aspect médicamenteux, tu as la psychothérapie, souvent d'orientation comportementaliste, cognitiviste, qui a fait ses preuves pour le trouble bipolaire, l'hygiène de vie et l'entourage, il doit vraiment, c'est fondamental, quoi, l'entourage. Et là, c'est là qu'on voit des différences dans les groupes de parole entre ceux qui ont encore des proches. Je parle pas de la famille nucléaire, je parle de la famille que tu as choisie. Donc, tes amis, ça peut être tes potes du badminton, n'importe, mais c'est super important. Et de pouvoir dialoguer et de pouvoir exprimer, parce que on est honteux de porter ce trouble, or on l'a pas choisi. Et c'est super important de mettre des mots. Et nous, ce qu'on attend de l'entourage, c'est qu'il soit là, mais pas là, parce qu'il y a souvent des conflits, évidemment, dans les familles suite à ça, parce que c'est fatigant d'accompagner un patient bipolaire dans une famille ou dans un groupe d'amis. Et donc, c'est important, moi, je dirais aux familles de vous-même vous protéger aussi, donc par un suivi aussi de votre côté, et aussi de s'informer sur le trouble, quoi. Je veux dire, et là, ça peut être des groupes de parole pour les proches, comme l'ESBL Similes, qui permet aussi, ou de venir à un groupe de parole du funambule, ouvert également aux proches. Et là, on peut vraiment répondre aux questions, parce que souvent, ils nous disent, mais moi, je me souviens même de mes parents, mais où est-ce que j'ai merdé, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'as rien fait. T'as pas choisi d'avoir un enfant qui vit avec un trouble bipolaire, mais par contre, qu'est-ce qu'on met ensemble pour, pour aller mieux tout le monde, quoi? Je veux dire, en épargnant un peu toutes les forces, quoi, je veux dire. Parce que les proches ont besoin de se préserver aussi. Et moi, je comprends totalement les proches qui ont besoin, des fois, de faire trois pas de côté Oui. pour se protéger. Notamment dans les épisodes maniaques, c'est harassant, quoi. Enfin, c'est ce qu'on entend dans les groupes de parole, quoi, je veux dire. Donc, Bien sûr. hmm. Et est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont amenées à arrêter la médication, justement, et à utiliser des substances illicites pour retrouver peut-être même cet état hypomaniaque ou autre, parce que quelque part, elle peut être agréable pour certaines personnes. Donc voilà, est-ce que tu connais des personnes qui le font? Ah oui, dans tous les groupes de parole, on est tous passés par là. Même, je dirais que certains, enfin, la majorité a déjà essayé de tenter d'arrêter son traitement pour maintenir cet effet, surtout dans les phases hypomaniaques. Là, c'est le moment où tu flottes, tu te sens bien, tu te sens créatif, tu as l'impression d'être Picasso pour ceux qui peignent ou d'être Shakespeare pour ceux qui font du théâtre. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte qu'ils disent eux-mêmes qu'ils s'en veulent après. Parce que une fois qu'ils replongent, c'est d'autant plus compliqué, quoi, je veux dire. Et je crois qu'ils comprennent bien que s'ils arrêtent le traitement, le retour de manivelle, il est d'autant plus. D'autant. Et donc, voilà, malheureusement, il y en a aussi qui sont dans le déni. Et ça, tant qu'on est dans le déni, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, une des étapes du rétablissement, c'est d'abord de reconnaître ce trouble, quoi. Et donc, et ça, c'est pas évident. Surtout quand on est dans ces phases où on a l'impression d'aller bien, en fait. Donc,
mais on le paye cash. Et même d'ailleurs, par rapport à cette phase d'acceptation, il est très important de bien spécifier qu'on vit avec le trouble et on n'est pas le trouble avec lequel on vit. Donc l'importance du je suis bipolaire, il y a une différence avec ça, et je vis avec le trouble de la bipolarité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais si, tout à fait. Et ça, mais je t'avais déjà expliqué que dans les groupes de parole, très souvent, quand on fait le petit tour avec les prénoms, bonjour, je m'appelle un tel, je suis bipolaire, chaque fois, nous, au funambule, on reprend la personne en disant, mais non, tu n'es pas bipolaire, tu vis avec le trouble bipolaire. C'est comme quand j'entends, je sais pas, je suis autiste. Non, tu vis avec un trouble, enfin, donc ça, non. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin, peut-être au début, surtout de s'identifier aux troubles. Peut-être ça les rassure quelque part d'avoir. Et ça, c'est vrai que ça se sent. Et nous, on détricote un petit peu tout ça, notamment en psychoéducation, quoi, je veux dire. Ça se travaille beaucoup en psychoéducation, parce qu'il y a des personnes qui s'identifient beaucoup trop à ça, mais c'est peut-être une question de se rassurer aussi. Donc voilà, on n'est pas dans le jugement, mais c'est vrai que nous, on fait très attention au vocabulaire. C'est important. Parce que ça paraît bête de dire c'est une juste petite nuance, mais non, ça a toute son importance. Parce qu'on n'est pas ça, on n'est pas que ça. On est maman, on est amie, on est plein d'autres choses, quoi. Donc, Sinon, quelque part, s'identifier à ce trouble, c'est identifier toutes nos sphères de vie à ce trouble. Donc on peut avoir l'impression d'être du coup bipolaire partout et tout le temps, et à chaque fois ramener le sujet du trouble de la bipolarité dans nos relations, notre travail, nos expériences de vie. Ça peut être aussi un grand inconvénient de s'identifier à ça. Ouais. Bah oui, parce qu'on n'est pas que ça. Et moi, si je prends mon exemple, moi, le trouble bipolaire, je n'en parle que dans le cadre du boulot. Parce que le reste du temps, je ne parle pas du tout du trouble bipolaire. Ça ne fait pas, enfin, ça fait plus partie de mon. Comme c'est intégré, c'est digéré, voilà, je vis avec comme d'autres vivent avec le diabète, quoi. Enfin, je veux dire, donc. Il est tout à fait possible de vivre, d'être heureux en ayant le trouble. En vivant avec le trouble, c'est tout à fait possible d'être maman, d'être parent, d'être professeur, de travailler, d'être passionné, d'avoir une alimentation saine, enfin je veux dire d'être un grand sportif, soit, il est tout à fait possible de vivre avec le trouble. Et c'est le message qu'on voudrait vous faire passer aujourd'hui dans cette vidéo, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que tu voudrais conclure en ajoutant une information concernant le trouble de la bipolarité? Ben, je crois que t'as bien conclu en disant que j'aimais bien le fait, je ne suis pas ce trouble-là, mais je suis une personne à part entière. Et je ne sais plus quel psychiatre me disait, dites plutôt le mot. Non, c'était mon tout premier psychiatre qui me disait, je préfère le mot spécificité, enfin votre petit, allez le petit cachet là, tu vois, le truc plutôt que de dire la grande maladie psychiatrique qui fait peur, Oui. quoi. Donc voilà. Mais il faut rester vigilant quand même, et c'est important de bien se connaître, quoi, tout simplement. Bien sûr. Et aussi ne pas hésiter, grâce à l'entourage ou même à soi-même, d'aller vers les outils qui existent pour au mieux vivre avec le trouble de la bipolarité au quotidien, parce que ça représente un challenge, un défi, pardon, mais ce n'est pas impossible, et comme on l'a très bien dit, c'est tout à fait vivable. Donc on peut vivre avec le trouble de la bipolarité, avoir accès à une vie dite normale, euh, comme les autres, on va dire, avec le trouble. Donc ça, c'est super important. Merci beaucoup Cécile pour cette interview. Merci. Et nous passons à la suite, parce que Cécile justement vit avec le trouble de la bipolarité. Et donc elle va nous raconter son histoire et témoigner même à travers la dernière partie de ce podcast. Merci Cécile. Merci.